Bonjour à toutes et tous. On va démarrer, il est 10h02. Alors tout le monde n'est pas encore tout à fait arrivé, mais on n'a pas non plus un temps très extensible sur ce sujet très dense, donc on va démarrer. Donc merci pour votre présence et votre intérêt pour la sécurisation des moyens de paiement à l'international. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Corvec, conseillère technique et réglementaire. Donc j'ai pris la suite de Pascal Leborgne il y a quelques mois. J'accompagne les entreprises morbihanaises qui ont un projet de développement international pour leur donner les bons leviers au démarrage de l'activité, mais aussi par la suite lors de leur développement. Julie, tu pourras passer les slides et je vais présenter rapidement BCI. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien BCI, nous sommes une structure régionale d'appui à l'internationalisation. Plus de 1000 entreprises sont adhérentes, gage de confiance pour soutenir notre travail d'accompagnement. Votre adhésion vous permet aussi d'accéder à BCI Info, qui est une mine d'informations sur les marchés et les points techniques, ainsi qu'entre autres à Suppliers from Bretagne, qui est une plateforme de mise en relation fournisseurs-clients avec une qualification par nos soins. Nous sommes une équipe répartie sur toute la Bretagne avec 5 chargés d'affaires et sur chaque département, un conseiller technique et stratégique pour la structuration et une conseillère technique et réglementaire pour la mise en œuvre. Vous aurez toutes les coordonnées dans la présentation qui vous sera envoyée. N'hésitez pas à nous solliciter pour le sujet abordé aujourd'hui, mais aussi toutes questions relatives à l'international. Sur les aspects pratico-pratiques de ce webinaire, vos caméras et vos micros sont désactivés pour la bonne tenue de la réunion. Vous allez pouvoir poser vos questions au fil de l'eau sur le module Q et R. Donc, si elle concerne une slide en particulier, n'hésitez pas à la mentionner dans votre question. Nous ferons un point sur les questions après chaque partie, puis à la fin pour essayer de répondre à toutes les interrogations. À savoir que les questions de cas particuliers seront traitées en dehors du webinaire. Vous pourrez aussi nous recontacter si des questions vous viennent par la suite. Si jamais vous n'aviez pas accès au module Q et R, vous pourrez envoyer vos questions par email à ma collègue Christine Martinet qui nous les fera suivre pendant le webinaire. La présentation qui est projetée vous sera envoyée par mail et le replay sera accessible sous quelques jours sur notre site puisqu'il est enregistré. À la fin de la session, nous vous enverrons une enquête de satisfaction pour connaître votre ressenti et vos souhaits de thématiques. Donc, n'hésitez pas à y répondre pour que l'on puisse satisfaire au mieux vos besoins lors de nos prochaines réunions d'information. L'objectif de ce webinaire est de vous donner des éclaircissements sur les différents moyens de paiement pour sécuriser vos transactions import-export. Dans ce cadre, j'ai souhaité faire appel à Julie Le Troidec et Kevin Gégou, qui sont tous les deux chargés de développement international au Crédit Agricole. Donc Julie pour le Morbihan et Kevin pour le Finistère. Merci à tous les deux pour votre présence. Je vous laisse la parole. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Je vais couper la politesse à Julie, je vais me présenter d'abord. Et parce que Julie va enchaîner, hein. Donc je m'appelle Kevin Gégou, je suis chargé d'affaires internationales effectivement au Crédit Agricole du Finistère. J'ai travaillé, pendant une petite dizaine d'années, au sein du pôle Crédit Agricole Bretagne International, en tant qu'analyste trade finance, donc pour la sécurisation effectivement, de vos transactions à l'international, par le biais notamment de paiements documentaires. Et c'est un peu mon dada, la sécurisation des paiements internationaux, donc voilà, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je m'attache à essayer aussi de développer, ben, tout l'aspect, de développement international de nos entreprises, clientes, au sein du Crédit Agricole du Finistère. Et l'idée, c'est de les accompagner, ben, aussi bien sur la sécurisation des paiements, mais sur la sécurisation aussi de leur flux de devises et de leurs, possibles implantations et développements à l'étranger. Donc voilà. Bonjour à tous, donc je suis Julie Troitec, chargée de développement international pour le Crédit Agricole du Morbihan. Donc je fais le même métier que Kevin, mais j'accompagne les entreprises morbihanaises, donc avec l'offre Crédit Agricole et puis tout l'écosystème international dont fait partie bien évidemment Bretagne Commerce International. Alors pour ce webinaire, nous vous proposons avec Kevin le sommaire suivant, donc une introduction principalement basée sur les risques à l'export. En deuxième partie, nous aborderons donc le contrat commercial et les moyens de paiement. Ensuite, nous nous attarderons un peu plus sur le crédit documentaire et puis les garanties de paiement et pour terminer, les garanties de marché.
Donc, je vous propose d'introduire ce webinaire par cette carte, donc parce que nous souhaitions donc introduire la présentation par la carte donc des évaluations pays réalisées par Coface, qui est un expert de l'assurance crédit international, donc qui est notamment un partenaire du Crédit Agricole. Cette carte, elle est très représentative de la situation géopolitique et économique mondiale. Puisque les risques pays seront notamment déterminants pour vous, entreprises, dans le choix du mode de règlement de vos transactions à l'international. Et puis, en quelques mots, puisque la Coface vient de dévoiler, il y a quelques semaines, notamment son dernier baromètre pays risque, et sectoriel 2024. Donc, ce qu'il en ressort, en quelques mots, c'est qu'après un exercice 2023 quelque peu chahuté, puisqu'on a quand même commencé 2023 avec, une crise bancaire, aux États-Unis et puis, on la termine par un conflit, au Moyen-Orient. Donc un quelque peu chahuté, mais finalement meilleur que prévu. L'année 2024 s'annonce quand même à la fois chargée, décisive et indécisive, notamment sur le plan géopolitique, puisque pas moins de 60 élections sont attendues dans l'année dans le monde entier, donc des élections législatives et présidentielles, donc ce qui peut un petit peu chahuter l'instabilité politique. Et puis sur le plan économique, puisque les risques s'accumulent, tandis que l'économie mondiale continue de ralentir. Donc, nous vous invitons bien évidemment à aller regarder ce guide complet Coface sur les risques pays et sectoriels 2024. C'est très intéressant. Donc, on vous invite à aller sur le site de la Coface pour y avoir accès. Kevin, je te laisse la parole. Voilà, alors l'idée aujourd'hui, c'est de dire que en tant qu'exportateur, vous êtes un peu des champions du monde parce que effectivement, vous avez à faire face à un nombre de risques qui est quand même assez important et vous êtes assez agile pour trouver des solutions justement pour ne pas subir ces risques. Donc je voulais faire un petit panel, un petit éventail des différents risques afférents au commerce international et vous verrez que dans les solutions proposées, rapidement, je vais un petit peu plus axer sur le crédit documentaire parce que voilà, c'est un petit peu le produit qui va vous permettre et permettre à votre client d'avoir les meilleures garanties. Donc dans un premier temps, je voulais aborder le risque de sanction. Vous en entendez de plus en plus parler, auprès de nos confrères ou de nous-mêmes. Effectivement, voilà, faire de l'export, c'est bien, mais pas à tout prix, parce que le risque de sanctions internationales, vous impacte vous aussi en tant que dirigeant d'entreprise, c'est du risque pénal, hein. Si vous faites du business, effectivement avec un pays sous embargo total, comme la Corée du Nord ou l'Iran, vous pouvez être, soumis à des risques pénaux. C'est très important, de bien connaître son client, son prospect et la destination finale de votre marchandise. Parce que effectivement, malgré le fait que vous vendez parfois à un Allemand, à un Européen, si la marchandise et le sous-jacent vendu va dans un pays sous sanction, vous êtes tout autant, responsable du non-respect des sanctions internationales dictées par, l'Union européenne, l'OFAC aux États-Unis, mais aussi, Singapour ou d'autres organismes, nationaux et ultranationaux. Hem D'un autre côté également, par rapport à ce risque de sanction, il faut toujours faire très attention, à vos biens, à vos propres biens, savoir dans quelle catégorie ils se situent, hein. On fait, aussi beaucoup référence actuellement à la note, des biens à double usage, hein. Si vos produits peuvent, participer à l'élaboration, de d'armes de destruction massive ou d'armements, eh bien, ils sont soumis à une réglementation spécifique et ne peuvent pas être, par exemple, exportés à des pays sous embargo partiel, qui limitent, l'exportation d'armes vers ces pays, notamment des pays, la Russie pour pas la nommer, mais en Afrique également, il y en a quelques-uns. Donc ce risque de sanction, voilà, il faut toujours, très bien connaître son client, la destination finale de sa marchandise et son produit, son propre produit. C'est important de savoir tout ça. Ensuite, le risque de change, voilà, si vous faites du business dans une autre devise que l'euro, effectivement, vous subissez un risque de change. Là, il y a des possibilités de se couvrir avec des produits bancaires, donc vous pouvez manager, ce qui est assez important de se dire:
facturer en devises, c'est bien, hein, parce que les banques françaises ne facturent pas moins cher, en tout cas que les autres banques internationales, les couvertures, mais ça peut être un avantage concurrentiel. Mais c'est tout de même un risque parce que si vous ne pilotez pas bien votre court budget, ben, vous pouvez perdre de l'argent si vous facturez en devises. Le risque logistique, ben, tout ce qui est, retard d'expédition, perte ou matériel endommagé ou ben, des cas, comme un canal de Suez bloqué, un canal de Panama avec, moins de flux, et bien voilà, ça peut impacter votre exportation, clairement. Donc, le but ici, ben, c'est de bien choisir son Incoterm en accord avec, votre client, savoir si vous assurez ou non votre marchandise. Et une des solutions pour ne pas subir ce risque de logistique, effectivement, c'est de faire appel au crédit documentaire. Pourquoi? Parce que finalement, qu'importe ce qui se passe dans votre relation commerciale et logistique, si vous respectez un crédit documentaire, vous serez obligatoirement payé. Le risque de trésorerie, la date de valeur du paiement, effectivement, quand vous demandez un paiement à vue ou un acompte ou autre, eh bien, tout cela va dépendre de la situation de votre client, de la banque et du pays. Donc vous pouvez, pour ça, ben, demander un paiement d'avance avant de produire votre marchandise ou des paiements d'acompte. Mais également, ben, lorsque vous êtes payé par crédit documentaire, sachez que les dates d'échéance sont toujours respectées, hein. Donc, votre client et sa banque, hein, finalement, va toujours payer à date et à bonne date. Enfin, les vrais risques, finalement, quand on fait du business, hein, parce que faire de l'export, c'est bien, mais être payé, c'est mieux, c'est les risques crédit. Les risques crédit client et le risque crédit banque. Donc le risque crédit client, vous pouvez l'assurer avec une assurance crédit, avec un crédit documentaire, parce qu'effectivement, un crédit documentaire, on le verra tout à l'heure, hein, c'est l'engagement d'une banque. Et les risques pays, les risques géopolitiques ou les risques de politique d'échange qui empêchent des pays de sortir des devises. Eh bien, ça, vous allez pouvoir aussi le couvrir avec un crédit documentaire confirmé qui va vous permettre finalement ben, de supporter, un risque pays et géopolitique qui empêcherait la sortie de devises finalement du pays, sur lequel vous voulez exporter. Hop, alors, j'ai pris la main et je vais passer à la prochaine. Tac. Donc l'idée, hein, là-dessous, c'est de se dire que tout ça, tous ces risques que vous devez, auxquels vous devez faire face, il va falloir les noter quelque part. Et mieux vaut les noter quelque part. Parce qu'effectivement, on peut avoir tendance malheureusement à beaucoup, traiter, via, proforma ou, via mail, hein, parfois, hein. On dit que les mails font preuve aussi de contrat, mais on règle pas tout dans un mail. Donc il faut tout noter dans son contrat commercial et notamment les modalités de règlement, les conditions de transport, les prix bien sûr, les incoterms, les droits et tribunaux compétents. Il faut savoir que toutes ces choses-là, les clauses de distribution ou de propriété, c'est pas géré par les incoterms et c'est pas voilà, c'est pas géré, dans votre facture si vous ne les notez pas quelque part. Dans vos CGV, vous pouvez avoir des CGV basiques, mais on sait tous que quand on est à l'export, chaque cas est un peu différent. Donc, il est toujours important de se sécuriser finalement via votre contrat commercial. C'est le plus important. Donc, surtout, bien noter, ce qui va être important pour vous, pour limiter tous les risques que l'on a vus avant. Et finalement, le choix de votre mode de règlement, hein, l'objet de ce webinaire, c'est de choisir et de bien choisir son mode de règlement, va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Donc ici, moi, je me suis permis de mettre une, une petite matrice qui est propre à moi seulement, mais qui, voilà, c'est pas forcément la vision de votre entreprise, mais de se dire que tous les modes de règlement et tous les moyens de règlement ne sont pas égaux et ne vont pas être utilisés dans les mêmes cas de figure. Par exemple, lorsque vous avez un faible risque pays et que c'est un client régulier que vous connaissez d'un faible montant, il n'y a aucun intérêt à aller se sécuriser un maximum avec un crédit documentaire confirmé, ça coûtera beaucoup trop cher. Donc l'idée, c'est de se dire: «Bon, bah, OK, on passe sur un virement».
Si les montants sont plus importants et réguliers, peut-être faire référence à une remise documentaire. On verra tout à l'heure, la remise documentaire, c'est un moyen de paiement documentaire qui sécurise un petit peu la transaction, mais pas totalement. Donc, ça coûte moins cher, c'est fonction de votre relation avec votre client. Encore une fois, là, c'est une matrice en fonction de notre sensibilité au risque. À vous de faire la vôtre. Si vous avez un paiement d'un faible montant sur un pays à fort risque politique, eh bien demandez un paiement d'avance. Hein. Ne produisez rien avant d'avoir votre paiement d'avance. Actuellement, voilà, on a certaines entreprises qui continuent de travailler avec la Russie. Les produits ne sont pas sanctionnés ou autres sur des petits montants. Eh bien, les entreprises ne produisent rien avant d'avoir un paiement d'avance, par exemple. Parce que tout simplement, on ne peut pas faire d'opération de trade finance et de crédit documentaire non plus. Donc même pour les gros montants, c'est pas forcément évident. Maintenant, dès lors qu'on a des nouveaux clients montants importants, surtout vous sécurisez crédit documentaire confirmé ou paiement d'avance avant de faire effectivement votre production, de produire. Ou, on pourrait faire état, comme le disait aussi, Julie avant, de l'assurance crédit, hein. C'est des choses qui sont compatibles. Tout ça est compatible, cette offre en fait est tout à fait compatible. Donc voilà, ça c'est propre à chacun. Chacun va décider comment il va gérer son risque client, en fonction de son contrat commercial. Maintenant, on n'est pas dupe, hein. On sait très bien comment ça fonctionne. Chaque moyen de paiement a sa propre, utilité et fonction de, votre administration aussi en interne. Il est beaucoup plus simple de se faire payer par virement, et beaucoup moins cher surtout, mais ça ne va pas couvrir tous vos risques. Vos risques crédit client, ni le risque de sortie de devise d'un pays ou d'une banque. La remise documentaire, effectivement, bah, alors c'est un peu moins compliqué, mais on va le voir tout à l'heure, hein, que le crédit documentaire mais ça ne couvre aucun risque crédit client, ni risque crédit banque. Et après, bah, le fameux crédit documentaire, voilà. Vous verrez que c'est une mécanique à suivre, c'est une petite gymnastique effectivement. Il faut se lancer, mais une fois qu'on a bien compris le truc, finalement, c'est une bonne moyen de se sécuriser à l'export. Un très bon moyen et vous verrez qu'aussi ça ménage la chèvre le chou. C'est-à-dire que votre client va aussi avoir des garanties lorsque il va émettre un crédit documentaire. Donc voilà. Donc on va commencer tout simplement, par, le moyen de paiement le plus simple à l'international, hein, par virement Swift, vous allez vous faire payer par un virement. Bon, le sujet étant que effectivement, le paiement est à l'initiative de l'acheteur. Donc simple, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que on parle d'un paiement Swift, donc le réseau sécurisé Swift, que tout le monde connaît. Cependant, c'est à l'initiative de l'acheteur. Donc vous pouvez très bien avoir, fait votre contrat commercial, demander une expédition de marchandises et un paiement par Swift ou SEPA, hein, même en Europe, hein, voilà, on ne sait pas. Si votre client ne paye jamais, il paye jamais et vous avez que vos yeux pour pleurer et votre contrat commercial, hein. D'où le fait après, hein, s'il y a des sujets, relatifs au non-paiement, ben, c'est d'aller voir un tribunal avec votre contrat commercial. Maintenant, quel tribunal? Quel droit? Comment vous allez faire pour récupérer vos fonds? Donc, le Swift, très bien, pour certaines typologies de contrats. Les Swift aussi avec une assurance crédit, pourquoi pas? Tout à fait envisageable. Mais voilà, le Swift simple ne vous protège en rien du risque crédit client. Ensuite, on va parler du premier paiement documentaire, du premier paiement de trade finance qui s'appelle l'encaissement documentaire, la remise documentaire. Donc la remise documentaire, je vous ai mis une petite définition, hein, mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, exportateurs,
vous allez remettre des documents à votre banque qui va les remettre à la banque de votre client contre paiement de celui-ci ou acceptation d'une traite à échéance. Donc vous pouvez très régulièrement voir, dans vos contrats ou autres, hein, document against payment ou document against acceptance. Cash against document aussi on a, parfois. Quand vous avez ça sur vos demandes, on parle de remise documentaire. Donc il y a dans ce moyen de paiement, il n'y a aucun engagement bancaire. Faut bien être clair, hein. L'idée, c'est de se dire que nous, banques, nous allons avoir un rôle qui est de respecter vos instructions, à savoir remettre tant de documents contre un paiement ou contre acceptation d'une traite à échéance. Donc, je me permets donc c'est dans un cadre, juridique, international, hein, les règles, 522 de l'International Chamber of Commerce. Donc quand on parle de remise documentaire dans le monde, normalement, on parle tous de la même chose. Ça, c'est assez important, hein, de se dire qu'il y a des règles internationales qui permettent qu'on soit, à Shanghai, à Tombouctou ou à La Paz, de parler exactement de la même chose. C'est toujours très important parce que, ben, vous le savez bien, vous exportez, chaque contrat est différent. Mais quand au moins on peut se fier à un moyen de paiement où on parle tous de la même chose, voilà, c'est important de le souligner. Alors après cela, je vous ai mis un petit exemple de traite parce que souvent on nous dit, «Oui effectivement je ne sais pas ce que c'est une traite. Qu'est-ce que sont les mentions importantes à noter?» Hem, voilà, je vous l'ai mis comme ça dans la présentation, vous regarderez ça plus tard. Donc effectivement, voilà le schéma d'une remise documentaire. Dans un premier temps, votre contrat commercial, vous avez bien donné l'instruction d'être payé par remise documentaire. Vous expédiez votre marchandise et récupérez tous les documents nécessaires à votre acheteur, c'est mieux de le faire comme ça, pour retirer la marchandise au port ou à l'aéroport de destination. Vous les envoyez à la banque avec pour instruction de remettre ces documents à la banque de l'importateur contre paiement de ces documents ou contre acceptation de la traite à échéance. Bon, c'est une sécurisation parce que votre client ne pourra retirer la marchandise que s'il paye pour avoir ses documents ou que s'il accepte une traite à échéance. Donc c'est une petite sécurisation, c'est-à-dire que s'il n'a pas les sous pour payer, les documents vous reviendront. Mais maintenant, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de la marchandise à l'étranger et qu'il va falloir la rapatrier pour trouver un revendeur sur place. Ça, chacun fait comme il peut. Donc, finalement, la remise documentaire, ça va comporter quelques risques. Donc, pour l'importateur, ça va comporter le risque de non-respect des obligations du contrat, dans le sens où la marchandise, elle est envoyée, les documents, ils sont remis à la banque, mais il n'y a aucune preuve que c'était bien ce qu'on avait convenu dans les documents. Et pour l'exportateur, ben, il y a un risque crédit client parce qu'effectivement, vous pouvez envoyer de la marchandise, envoyer vos documents via le canal bancaire, mais le problème, c'est que ben, si votre client n'a pas les fonds, il ne paiera pas. Et c'est le même cas dans l'acceptation de traite à échéance, dans le sens où votre client peut accepter un effet de commerce, une reconnaissance de dette, hein, une traite, c'est finalement ça, et dire je paierai bien à 60 jours, retirer la marchandise au port parce qu'il a accepté cette traite, mais à 60 jours ne plus avoir de fonds. Et la banque locale, étrangère, n'aura aucun droit de débiter son compte. Finalement, vous avez remis la marchandise et vous n'avez pas le paiement. Donc, les traites contre les remises documentaires contre acceptation de traite, finalement, c'est un sujet, assez délicat.
Alors parfois, hein, c'est notamment beaucoup pratiqué sur l'Afrique, pour des problèmes de trésorerie, et ils disent qu'ils ne peuvent que fonctionner comme cela finalement, hein, par acceptation de traite. C'est pas sécurisé pour vous, exportateur. Faut en avoir le cœur net, c'est pas la meilleure des solutions. Et maintenant, un dernier point qui est aussi assez sensible, c'est la sortie de devises. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ben, certaines banques centrales de pays ne souhaitent pas que des euros sortent de leur pays parce que leur balance commerciale n'est pas bonne, leur économie n'est pas bonne. Et la remise documentaire n'est en rien une sécurité contre ce risque-là. C'est-à-dire que si, par exemple, actuellement, on a beaucoup le cas sur l'Égypte, si vous avez, la certitude, que votre client égyptien peut payer, bah, la banque centrale égyptienne peut dire: «Oui, mais moi je diffère la sortie de devises parce que je ne veux pas que des euros sortent de mon pays», et là, vous n'avez aucun recours avec la remise documentaire. C'est pour cela qu'il existe un autre moyen de paiement qu'on appelle le crédit documentaire et pour lequel vous allez pouvoir être un peu plus sécurisé. Alors je ne sais pas si vous avez s'il y a quelques questions, Sandrine, sur cette première partie? Je on fera après peut-être Alors, des il y a questions juste sur une question, donc on peut peut-être y répondre tout de suite. ouais, Peut-on demander un acompte et faire un crédoc sur le même contrat? oui, bien sûr et c'est pratiqué, hein. Effectivement, c'est pratiqué par beaucoup d'exportateurs, pour se rassurer sur une 1 partie de contrat, hein, un acompte de 30 et après, ben, faire un crédit documentaire sur les 70 restants. L'idée, c'est qu'il faut juste que ce soit mentionné dans le crédit documentaire, c'est mieux, hein, pour la bonne compréhension de l'opération. Hem, Julie en parlera à la fin, hein, mais effectivement, il peut être demandé sur des gros contrats notamment, hem, par ailleurs, à l'exportateur de remettre une garantie de restitution d'acompte pour ces 30. C'est parfois ce qui est demandé effectivement sur les gros contrats. Mais ça vous permet effectivement de sécuriser une partie de votre contrat avec un paiement d'avance et bah, de bien sécuriser aussi avec le crédit documentaire la seconde partie du contrat. Du coup, il y a une deuxième question qui est apparue. Ouais. Bonjour, pouvez-vous illustrer également avec des livraisons, installation de logiciels? Ah ouais, bien sûr. Alors là, on va parler plutôt dans le crédit documentaire. Donc Ouais, on y je garde reviendra. la question Ouais, parce OK. qu'effectivement, c'est tout à fait un sujet pour, les crédits documentaires dans la prestation de service, Mmh. c'est un sujet, on peut le OK. faire, mais c'est un Mmh. sujet spécifique. D'accord? OK, Donc bah, je on le garde la verra question. justement. Ouais, Je garde OK. la question Mmh, pour la fin de la partie crédit ça documentaire, marche. si vous voulez bien. Donc voilà, alors l'idée, hein, c'est de se dire que le crédit documentaire, et bien effectivement, ça va permettre, aux 2 participants, l'exportateur et l'importateur, d'avoir des obligations et des engagements réciproques. Donc qu'est-ce qu'un crédit documentaire déjà d'une? Le crédit documentaire, c'est au-delà de la définition, qu'on va pouvoir trouver dans les RU600 qui sont les règles encore internationales qui gèrent les crédits documentaires et qui sont acceptées partout dans le monde. Et et accepter, quand je dis accepter, ça veut dire que tout le monde lit un crédit documentaire de la même manière dans le monde. Et ça, c'est encore une fois très important. Donc, un crédit documentaire, c'est quoi? C'est l'engagement de la banque de votre client de vous payer si vous respectez les termes du crédit documentaire qui vont être peu ou prou les termes de votre contrat commercial. Donc, ça veut dire que grâce à cela, vous allez supprimer le fameux risque client dont on parlait au départ de la présentation. À savoir, vous n'avez plus un risque client, mais bien un risque banque maintenant. Donc, c'est un engagement qui est conditionné à la remise de documents conformes au crédit documentaire. J'ai mis un exemple un peu plus loin. Donc, il faut bien savoir que c'est une transaction distincte à votre contrat de vente, hein. Donc, quand je vous disais au début de la présentation, faire bien référence à beaucoup de choses dans votre contrat de vente, le crédit documentaire n'est qu'un aspect
n'est qu'un moyen de paiement relatif à votre contrat de vente. D'accord? Et donc voilà, effectivement, j'ai parlé des règles et usances. Alors, le sujet, c'est de se dire, ben, je veux être sécurisé sur mon risque client. D'une part, OK. Mais que faire si je connais pas bien la banque étrangère ou si j'ai pas forcément confiance dans la stabilité économique et politique de mon client à l'étranger? Eh bien, vous allez pouvoir demander un crédit documentaire spécifique qui s'appelle le crédit documentaire confirmé. C'est-à-dire que votre banque, votre banque à vous, hein, va confirmer le crédit documentaire et supporter le risque de non-transfert des fonds de la banque de votre client. Il s'agit ici, pour votre banque, de prendre un engagement supplémentaire sur le crédit documentaire. Et du coup, votre banque va prendre un risque sur la banque de votre client. Donc un risque sur la banque parce que effectivement, voilà, vous n'avez pas confiance en rating de la banque, donc la notation de la banque, mais la situation financière. Si effectivement il n'y a pas de sortie de devise possible sur ce pays-là, eh bien c'est mieux de ne pas supporter ce risque, hein, en tant qu'exportateur et de demander à votre banque de le supporter à votre place. Donc dans ce cadre-là, il faut savoir que nous, banques et banquiers, on ne peut pas malheureusement confirmer toutes les banques, du monde parce qu'on ne va pas prendre un risque sur n'importe quelle banque non plus. Si on a une certitude qu'on ne sera pas payé, eh bien, dans ces cas-là, ben, mieux vaut revoir déjà vous, votre contrat avec votre client parce que si une banque n'est pas la certitude d'être payée, effectivement, ça veut dire qu'il y a vous aurez beaucoup de mal à recevoir des fonds. Et dans un second temps, oui, on n'a pas des lignes sur toutes les banques du monde. Donc, voilà, des confrères pourraient avoir des lignes sur des banques que nous n'aurions pas, chacun ayant sa propre politique de risque au niveau, international. Donc, le crédit documentaire se fait en 2 phases. La première phase, c'est la phase d'émission. Un crédit documentaire, c'est toujours demandé par votre client, d'accord? Donc c'est demandé par l'acheteur à sa banque. Pourquoi c'est important? Parce que finalement, l'importateur, l'acheteur, en faisant cette démarche en amont, il va demander des documents spécifiques avec des mentions spécifiques prouvant que vous avez bien réalisé votre contrat, donc vos obligations au titre du contrat. Et c'est en cela qu'il y a un intérêt dans le crédit documentaire par rapport à la remise documentaire ou à tout autre moyen de paiement. C'est qu'il y a également un intérêt pour l'importateur d'avoir un crédit documentaire pour s'assurer de la bonne réalisation de votre contrat. Donc l'acheteur va demander un crédit documentaire à sa banque, la banque émettrice, donc la banque émettrice de l'engagement, qui va émettre un message 700, donc un message SWIFT. Je vous ai mis un exemple après, hein, auprès de votre propre banque, qui sera soit banque notificatrice, s'il n'y a pas de confirmation demandée, soit banque confirmante. Et donc, ici, ben, dans l'exemple précis, le Crédit Agricole va confirmer le crédit documentaire, c'est-à-dire prendre un risque sur la banque émettrice. D'accord? Et la banque notificatrice va notifier le crédit documentaire, va vous remettre les termes du crédit documentaire à vous, exportateur, vendeur. Hop. Donc, hein, souvent, on se dit, oui, c'est bien beau, mais ça ressemble pas à grand-chose au crédit documentaire. Heu, voilà, l'idée, c'est de se dire qu'un crédit documentaire, effectivement, c'est un langage spécifique, sécurisé, normé et il y a des points, bon, on va dire, normalement, tout est important dans un crédit documentaire, mais il y a des points plus intéressants et importants à bien respecter, notamment au titre de votre contrat.
Alors là, vous pouvez voir par exemple en rouge la date et le lieu de validité. Effectivement, un engagement bancaire, ben, ça a une date et un lieu de validité. Et il vous faudra remettre vos documents avant cette date de validité du crédit documentaire, de cet engagement documentaire. Mais cette date de validité, finalement, elle est calculée par rapport à une date limite d'expédition que vous voyez dans le champ 44C en bas. Je ne sais pas si vous le voyez, s'il y a ma petite souris là, mais effectivement, hop, excusez-moi. Non, j'ai pas ma souris. Mais effectivement, en bas à droite, il y a le 44C, c'est la date limite d'expédition. Ça veut dire que dans les documents réclamés, il faudra qu'il y ait une date prouvant que la marchandise ait été envoyée avant cette date. D'accord? Donc les autres moyens, les autres, champs assez importants, hein, donc c'est le montant et la devise de votre crédit documentaire, le montant de l'engagement, la devise. Et sachez qu'il y a des pourcentages de tolérance parfois. Parfois, ça peut être des montants exacts, mais aussi des tolérances. Donc l'idée ici, c'est de se dire: on a la possibilité, d'envoyer un peu plus ou un peu moins de marchandises. Souvent les tolérances sont appliquées sur les montants totaux et les quantités totales, hein. C'est rarement sur les prix unitaires. Ça peut être le cas, sur des marchandises qui varient en prix, voilà, en prix de marché, mais c'est très rare. C'est très rare. En tout cas au niveau de nous, nos entreprises, clientes, régionales. Et vous voyez effectivement que cet engagement est finalement, donné par un donneur d'ordre qui s'appellera l'applicant en anglais, au bénéfice de vous, bénéficiaires exportateurs. Utilisable par paiement, bon ça c'est un peu technique, et il faut respecter des ports de chargement, de déchargement et d'autres mentions. À savoir, ben, la description de votre marchandise. La description de votre marchandise, il faut qu'elle reprenne sur votre facture. Il faut que ce champ 45A soit repris. Alors des fois, on se dit: «Bon, bah, voilà, mieux vaut le reprendre mot pour mot, sur votre facture». Mais attention, tous vos documents devront être cohérents entre eux. Donc s'il y a des changements de quantité ou autres, faites attention à bien reprendre les bonnes quantités quand même, sur vos autres documents. Et ensuite, eh bien, il y a les documents réclamés. Donc les documents demandés par votre client sont souvent, bah, des factures commerciales, des listes de colisage et le fameux document de transport. Le document de transport, le bill of lading souvent, hein. Donc un crédit documentaire, on dit souvent que c'est plus intéressant dans le cadre d'une opération maritime parce que le bill of lading permet de retirer la marchandise au port. Heu, donc oui, tout à fait. Voilà, je ne dirais pas l'inverse, c'est sûr. Maintenant, sachez que si vous respectez dans tous les cas votre crédit documentaire et que vous respectez bien les termes du crédit documentaire, vous aurez l'engagement d'être payé. Qu'importe ce qu'il se passe au niveau logistique, comme je vous disais. Mais la sécurité supplémentaire dans le maritime, c'est que effectivement, si votre client, ne souhaite pas les documents, et que vous avez fait des irrégularités, on le verra après, eh bien, il ne pourra pas récupérer la marchandise. Hem, voilà, et après vous avez toute une palanquée de documents que vous pouvez être amené à envoyer à votre acheteur. Et ça, c'est de la négociation aussi, les documents que vous devez envoyer dans le cadre du crédit documentaire. Dans le cadre de prestations de services, par exemple, comme vous expliquez, sur l'installation de logiciels, eh bien, il peut être parfois demandé, un PV de réception, de bonne installation, mais souvent ces PV sont contresignés. Bon, on verra à la fin de cette présentation, effectivement, pourquoi c'est dangereux d'avoir un PV contresigné de la part de votre client acheteur. Et du coup, vous voyez dans le champ 49, effectivement, qu'il y a la possibilité de confirmer le crédit documentaire ou de ne pas confirmer le crédit documentaire. Sachez, petite subtilité, qu'en Chine, effectivement, la confirmation n'est pas acceptée. Les banques chinoises, s'estimant effectivement puissantes et voilà, fortes économiquement, n'accepteront jamais de mettre confirm dans un crédit documentaire. Et du coup, vos banquiers ont la possibilité, normalement, de faire de la confirmation silencieuse, c'est-à-dire un contrat entre vous et eux, pour justement, supporter ce risque envers une banque chinoise. Ensuite, attention aux conditions supplémentaires.
par exemple, on a des crédocs au Bangladesh où il y a 19 conditions supplémentaires, il faut toutes les respecter. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans les conditions du crédit documentaire, il y aura des irrégularités et vous perdrez l'engagement de la banque d'être payé. Alors, un crédit documentaire, ça peut être modifié. C'est encore une fois à la main de votre client acheteur. Pourquoi? Parce que il y a du retard dans la logistique, ça n'a pas été émis clairement, les termes n'ont pas été bien validés en amont. Donc, dans tous les cas, à chaque fois que vous faites un crédit documentaire, demandez toujours un draft, un projet à vos clients pour être sûr que vous allez pouvoir respecter tous les termes de ce crédit documentaire. Et ça, c'est important parce que après, sinon, ça fait des frais supplémentaires, des délais supplémentaires. Et voilà, c'est pas extrêmement chouette à gérer. Hop, du coup, comment bien regarder son crédit documentaire? Là, je vais aller rapidement parce qu'effectivement, l'idée, c'est de pas, c'est peut-être pas de rentrer, bon, oui, c'est important de rentrer dans des détails, hein, mais c'est toujours important de bien regarder qui est la banque qui vous émet ce crédit documentaire. Est-ce que vous avez confiance en cette banque, en ce pays? Est-ce que le crédit documentaire est conforme à votre contrat commercial? Est-ce que c'est un crédit documentaire qui est notifié, confirmé ou transférable? Alors la transférabilité, si vous avez des questions sur le sujet, je suis tout à fait, ouvert. C'est un sujet un peu plus technique, hein, c'est le fait de pouvoir, pré-transférer le bénéfice de ce crédit documentaire, enfin transférer le crédit documentaire à un second bénéficiaire, pardon. Comment le crédit documentaire a été émis? Est-ce que c'est un paiement à vue ou un paiement différé? Par négociation ou acceptation d'une traite? Donc ça encore, c'est des aspects techniques. Mais tous ces points-là, il faut bien les regarder et demander de l'aide à votre banquier pour qu'il vous conseille sur la bonne rédaction des documents. Donc au niveau de la marchandise, hein, de bien voir que ce qui vous est demandé, eh bien, c'est les bons termes, qu'il y ait pas trop de coquilles dans ce qui vous est demandé dans la nature de la marchandise. Moi, j'ai souvenir d'un crédit documentaire, reçu de Turquie où on nous avait demandé des cuisiniers à la place de cuisinières. C'est un ban c'est un voilà, ça change le sens, hein. Mais bon, on n'allait pas envoyer 350 cuisiniers, là-bas, à Izmir. Mais voilà, l'idée, c'est effectivement de toujours bien regarder effectivement le crédit documentaire. Les lieux d'expédition et de destination pour bien gérer votre contrat, avec votre transporteur et parce qu'une arrivée au Havre, ça se gère pas comme une arrivée à Marseille. Donc, voilà, c'est tous ces points-là qu'il faut bien regarder et l'origine de la marchandise, bien sûr. Est-ce que c'est conforme avec, votre contrat et les réglementations douanières et fiscales, locales, notamment. Alors, est-ce que c'est en cohérence avec les incoterms et les conditions du contrat? Alors, je ne sais pas si ah si, ça va fonctionner, super. J'ai fait quelques exemples rapides. Alors, là, comme vous n'avez pas accès, voilà, je vais vous les mettre comme ça. Effectivement, un crédit documentaire, le sujet est le suivant, c'est que un crédit documentaire, c'est des règles à respecter. Et par exemple, si vous voyez que vous avez, de la marchandise du port à faire partir du port de Brest en FOB, Incoterm 2023, mais qu'on vous réclame en document une CMR qui est un document de transport par route, eh ben, c'est pas vraiment cohérent parce qu'effectivement, hein, l'Incoterm forme est un Incoterm maritime. Ensuite, si vous avez des t-shirts à faire partir en ex-works de Quimper, donc ex-works, c'est effectivement, vous laissez, votre marchandise à vos portes, eh bien, vous ne pourrez pas fournir le document de transport CMR également comme il est noté ici. Donc et là, à la fin, on est sur, des t-shirts, pardon, qui devraient arriver à l'aéroport de Busan, en CIF Busan, par exemple, et on demande une Airway Bill. Sauf que, l'Incoterm CIF, c'est un Incoterm maritime et du coup, c'est pas cohérent d'avoir, hem,
un aéroport derrière. Et en plus de cela, normalement, dans un Incoterm SIF, vous devez vous occuper de l'assurance. Et là, l'assurance n'a pas été réclamée dans les documents. Tout ça pour vous dire que quand vous avez un crédit documentaire, faites très attention à ce qui est marqué dedans. Et faites-vous accompagner, n'hésitez pas, voilà, nous, enfin, en tout cas, voilà, au Crédit Agricole, nous, on est là pour ça aussi, vous accompagner, demandez des projets et faites-les vous valider par vos banquiers. Hem, voilà, parce que vous ne pourrez peut-être pas fournir tous les documents qu'il y a dans ce crédit documentaire et du coup, vous perdrez cet engagement bancaire d'être payé. Ensuite, bon, la répartition des frais, c'est d'habitude, c'est chacun son pays, chacun les frais de son pays. Là, ici, vous pouvez aussi demander à ce que ce soit votre client qui paye tous les frais ou ce que ce soit vous qui payez tous les frais du crédit documentaire. Et les conditions supplémentaires restent contraignantes. Comme je vous disais, on a des crédits documentaires où, il faut une attestation sur l'âge du bateau, pas loin de l'âge du capitaine, mais pas loin effectivement, noter des numéros REX, des numéros voilà. Vous pouvez avoir beaucoup de choses, et il faut toujours que les documents soient cohérents entre eux, donc faites très attention, même aux conditions supplémentaires d'un crédit documentaire. On arrive à la deuxième phase du crédit documentaire. C'est là où vous allez vous faire payer, si tout va bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez reçu votre crédit documentaire, vous avez préparé votre marchandise, vous l'expédiez, et bien vous allez remettre vos documents à votre banque. Si elle est banque notificatrice, alors nous, au Crédit Agricole, on les regarde et puis on vous donne notre avis. On vous donne notre avis si on est banque notificatrice et on les remet à la banque émettrice s'ils sont bons. Et s'ils sont pas bons, on les remet sur vos instructions. La banque émettrice va dire: «OK, ces documents sont bons, je vous paye, qu'importe, la solvabilité de mon client». Ou elle peut dire également: «Ces documents ne sont pas bons, je vais demander à mon client s'il souhaite quand même payer ces documents pour retirer la marchandise». Donc il ne faut pas stresser si on a des irrégularités sur ces documents. Il y a 70 des crédits documentaires, on va dire, où il y a des irrégularités. Je dis peut-être une bêtise, mais en gros, il y a une très grosse majorité des documents irréguliers, souvent. Ça arrive très souvent. Maintenant, vous êtes dans une relation commerciale et votre client, il a besoin de sa marchandise. Donc il a plutôt intérêt à payer sa marchandise. Il ne va pas la payer si vous êtes en litige commercial, heu, ou si, bah, justement, il est en insolvabilité et là, c'est la banque émettrice qui va dire que, elle ne souhaite pas payer, parce qu'elle, voilà, elle veut pas supporter le risque à la place de son client. Et si, la banque de l'exportateur a confirmé le crédit documentaire, eh bien, la banque va regarder les documents au titre du crédit documentaire et si ces documents sont conformes, la banque confirmante va vous payer directement. Qu'importe ce qui se passe, finalement, au niveau du pays de votre client. Et ça, c'est plutôt une sacrée chance à avoir. Très rapidement, je ne vais pas, faire sur les exemples de documents parce qu'on n'aura pas forcément le temps, mais l'idée, c'est que dans un crédit documentaire, vous avez bien compris, il faut préparer des documents. La deuxième phase, c'est de préparer des documents pour se faire payer. Si vous n'envoyez pas les documents, vous ne serez pas payé. Donc là, c'est des petits points de vigilance par rapport aux principaux documents de transport, et factures pour se dire, voilà, quels sont les petits pièges à éviter effectivement dans le cadre d'un crédit documentaire. Donc, alors, essayez de reprendre à l'identique le champ 45A sur votre facture. Maintenant, encore une fois, hein, attention, il faut que ce soit cohérent avec ce que vous envoyez et avec vos autres documents. Mais en tout cas, sur l'orthographe et le vocabulaire, parce qu'on peut avoir des banquiers, notamment chinois, qui sont très à cheval même les coquilles, qui sont autorisées dans les règles et usances, eux ne les autoriseront pas parce qu'ils ne peuvent pas comprendre s'il y a une modification de sens, dans cette faute d'orthographe. Voilà, faites attention aux tolérances, que ce soit bien respecté, tolérance, et sur les quantités notamment.
Ne pas oublier la forme juridique de votre entreprise, ouais, alors effectivement, bon, on peut voir souvent des factures, où on ou vous avez pas mis votre forme juridique ou votre pays. Toujours faire attention à ça parce que ça peut être repris et effectivement, vous, en tant que bénéficiaire, souvent les formes juridiques sont reprises dans le crédit documentaire, donc remettez-le sur votre facture. Sur le document de transport, faire toujours attention à la signature du document. Il faut toujours que le transporteur soit dénommé, donc qui signe en tant que transporteur ou que l'agent signe pour compte d'un transporteur dénommé, donc toujours très attention, ça notamment sur vos bill of lading et vos connaissements maritimes. La date de mise à bord est réputée date d'expédition. C'est-à-dire que normalement, il y a une on-board date sur vos documents de transport, qui va faire foi en cas de, contrôle de la date de limite d'expédition. Si vous avez un document de transport qui est signé, du 15 et que votre, on-board date est datée, du 17, si la date limite d'expédition était le 15, vous n'êtes pas bon. Donc toujours très attention à cette date-là. Et les adresses spécifiées dans notamment les champs de notification, donc pour prévenir à l'arrivée du port, il faut bien les reprendre à l'identique, hein, avec les bons numéros, les bonnes adresses. Donc ça, ils sont assez à cheval là-dessus également. Pour un document d'assurance, s'assurer de la valeur d'assurance, donc 110 de la valeur CIF, c'est une règle qui est régie dans les 600 également, et qui est propre aussi au commerce maritime. Et alors, ce qui peut paraître étonnant, mais c'est finalement fonction de l'incoterm, c'est que dans un document d'assurance, souvent vous allez devoir le fournir dans des ventes CIF, dans des crédits documentaires, et c'est vous qui allez devoir, produire l'assurance, mais logiquement, l'assuré doit être votre client, hein, parce que c'est lui qui, dans l'incoterm CIF ou SIP, heu, supporte le risque du transfert. D'accord? Et sinon, ben, on voit souvent des assurances aux porteurs. Alors c'est pas autorisé en France, mais ça se fait beaucoup dans les pays, anglo-saxons, donc to order and blank endorse comme on peut voir sur les bill of lading. Et attention, juste un certificat, ça doit certifier. Donc ça, c'est important aussi d'avoir ça en tête, c'est que, quand on demande un certificat de quelque chose, il doit dire: «Je certifie. Moi, entreprise tant, je certifie que», quoi. Voilà. C'est des petites astuces, mais mieux vaut le dire, parce que parfois, voilà, vous pouvez avoir des irrégularités pour des petits points comme ça. Un crédit documentaire, comment le négocier? Ben, vous, quand vous êtes exportateur, l'intérêt pour vous, c'est d'avoir le moins d'obligations, de contraintes possibles. Donc, plus le crédit documentaire est court, moins il y a de mentions, moins il y a de documents à présenter, moins vous avez de chances de vous tromper. À l'inverse, l'importateur, lui, ben, pour le bon respect de ses obligations, son intérêt, c'est quoi? C'est de se dire que il y aura plein de choses qui vont être vérifiées, par les documents. Donc il va avoir tendance à rajouter, une palanquée de documents pour s'assurer qu'il importe bien la bonne marchandise. En fonction des dates, ben, voilà, vous, plus c'est long, effectivement, plus vous avez le temps de préparer les documents, vous avez plus de délai pour préparer vos documents. Par contre, bah, ça coûte plus cher à votre client parce que lui, il doit payer un engagement auprès de sa banque, donc ça va lui coûter plus cher. Donc si vous n'êtes pas sûr, encore une fois, renseignez-vous auprès de votre banque si c'est un crédit documentaire qui peut être confirmé. Donc vous donnez le nom de la banque, de votre client et puis voilà, nous on se renseigne pour voir si ça peut être confirmé. Ça vous permet effectivement, aussi d'avoir une sécurité supplémentaire. Donc maîtriser l'expédition, choix de l'incoterm. Alors on dit souvent, hein, que l'incoterm ex-works n'est pas adapté. C'est vrai, c'est pas adapté parce que lorsque vous faites un crédit documentaire, vous devez produire des documents. Donc mieux vaut avoir la main sur ces documents à produire et du coup mieux avoir, des ventes à l'arrivée, heu, ou des ventes, type C, comme ça vous êtes sûr d'être, en charge de tout l'aspect logistique et assurantiel et de produire les bons documents avec votre partenaire logistique. Ça, c'est toujours important. Hem, Là, faire attention à ce qu'aucun document ne soit émis et signé par l'importateur.
pour revenir à la question sur la prestation de service. Un des sujets, effectivement, dans la prestation de service, c'est qu'effectivement, on puisse demander, pour être payé, de cette prestation de service, votre, client va demander un PV prouvant que vous avez bien installé. Mais ce PV, il va être très souvent contresigné. S'il est contresigné par votre client, ça veut dire que votre client a son mot à dire finalement sur cette transaction. Du coup, vous êtes en risque client parce que s'il ne signe pas ce PV, vous n'aurez pas les bons documents pour être payé et du coup, vous serez un peu embêté. C'est, de la même façon que la dernière ligne de ce tableau, hein, absence de part payable sur instruction de l'acheteur, c'est quasiment des instructions de l'acheteur là, c'est une signature de PV, s'il ne le signe pas, vous n'êtes pas payé, vous n'avez pas l'engagement d'être payé. Donc vous êtes en risque. Voilà sur comment négocier un crédit documentaire et souvent le petit point effectivement, qui fâche, c'est les frais bancaires. Parce qu'un un crédit documentaire, ça demande beaucoup de manipulation, d'analyse de la part de nous banquiers et de prise de risque. Alors à l'import, on prend un risque sur notre propre client, parce qu'effectivement, on s'engage pour compte de notre client. Et à l'export, on s'engage sur des banques. Donc un crédit documentaire, s'il n'est pas confirmé, sera plus cher pour un importateur parce qu'il y a un engagement effectivement de paiement. Mais ça peut devenir, effectivement cher sur de la confirmation, si le pays ou la banque n'est pas bien, noté. Donc tout ça dépend de la notation effectivement de la banque et du pays de votre client. Voilà, du coup, si vous avez des questions sur cette partie-là, bien, je sais pas si Sandrine, tu as quelques questions sur le sujet? Alors pas plus que tout à l'heure. Par contre, moi, j'aurais juste, concernant la livraison et l'installation des logiciels, du coup, qu'est-ce que tu préconiserais, vu que le PV, contresigné, c'est pas tellement adapté? Qu'est-ce que Alors le but du crédit documentaire, c'est quand même qu'il y ait un intérêt pour les 2 parties. Ouais. Donc, c'est pas le plus adapté, mais malheureusement, c'est le plus juste, on va dire ça comme ça. Parce qu'effectivement, votre client, lui, il va vouloir que la prestation soit réalisée. Mmh. Et comment s'assurer que la prestation est réalisée? Si on trouve un document qui ne nécessite pas, la signature, effectivement de votre client, pourquoi pas? Effectivement, une preuve irréfutable que ça a bien été installé, voilà, c'est une bonne façon de faire. Mmh. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais dire. Mais effectivement, Ouais. le but pour le client, hein, votre client, ce sera quand même qu'il ait l'assurance que c'est bien été réalisé. OK. Bon, bah, il y a pas d'autres questions pour l'instant. Très bien. Très Alors je bien. te laisse, Julie, reprendre la main? Je reprends la main sur le support. Alors maintenant, on va passer aux garanties de paiement, donc toujours, dans le cadre, du trade finance. Donc, la garantie de paiement, donc, ça peut être, notamment, une alternative au crédit documentaire, hein. Sur certains pays, c'est plus utilisé et puis notamment aux États-Unis, hein, puisque c'est aussi, la garantie de paiement nous vient des États-Unis, hein, dans la lettre de crédit stand-by notamment, ou lorsque les délais de route sont plus courts, eh bien, on peut utiliser, les garanties de paiement. C'est bien alternative au crédit documentaire, donc qui est bien, on l'a vu avec Kevin, plus lourd en termes de gestion commerciale et pas forcément plus sécurisé s'il est mal géré. Donc, la garantie de paiement, c'est quoi? C'est, simplement une garantie, émise au bénéfice de l'exportateur, donc par la banque de l'importateur. Donc elle va garantir, elle va garantir l'exportateur contre le non-paiement de sa marchandise. Donc c'est un engagement irrévocable, c'est un engagement par signature, donc là il n'y a pas de décaissement. C'est pas un moyen de paiement, c'est bien une garantie, de la banque du donneur d'ordre qui prend le risque d'insolvabilité de son client.
Donc, elle est indépendante juridiquement par rapport au contrat commercial et puis régie aussi par un cadre réglementaire, hein, au même titre que le crédit documentaire. Alors là, ce sont les crédits documentaires, c'est aussi régi par les règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire. Donc, soit là, on va avoir les RUGD 758, donc qui sont les règles uniformes relatives aux garanties sur demande, ou soit, et notamment plus spécifiquement pour la SBLC, dans la lettre de crédit stand-by, les RU 600, qui sont donc les règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire et aux lettres de crédit stand-by, ou alors les ISP 98, donc qui sont les règles et pratiques internationales relatives aux lettres de crédit stand-by spécifiquement. Et la garantie de paiement a aussi du coup un caractère exclusivement documentaire, puisque la mise en jeu par le vendeur elle sera appelée ou mise en jeu par le vendeur contre présentation de documents. Donc éventuellement, une attestation justifiant le non-paiement de la marchandise, une attestation d'impayé du vendeur, la copie du document de transport ou la copie de la facture impayée. Donc on le précise là, la garantie, cette garantie ne viendra jouer qu'en cas de défaut de paiement de l'acheteur, parce qu'elle a pour but quand même de ne jamais se réaliser. Très important de le préciser. Hop, je passe à la slide suivante. Bon, là, on va se référer spécifiquement à la lettre de crédit stand-by. Donc, on l'a dit, hein, les garanties, c'est vraiment un instrument d'indemnité, hein, c'est pas un instrument de paiement. Je le reprécise parce que c'est important. Donc, elle va garantir un paiement à réception de biens ou de services, une obligation ou l'exécution du contrat. Donc c'est bien un engagement irrévocable, indépendant du contrat, puisque c'est un contrat financier indépendant qui n'a pas vocation à se réaliser, mais elle permet à l'acheteur de rassurer le vendeur, et documentaire, d'accord? Vraiment un caractère exclusivement documentaire. Je vous ai mis ici du coup le schéma de l'émission de la garantie de paiement. Ça représente bien le cheminement. Puis après, je vous présenterai un exemple, comme l'a fait Kevin, du message Swift. Donc, premièrement, l'acheteur, l'importateur, enfin, déjà, il y a un contrat. Donc, il y a l'acceptation du contrat entre vendeur et l'acheteur. Ensuite, l'acheteur, donc l'importateur, va demander à la banque émettrice l'émission de cette lettre de garantie et la banque émettrice, la banque de l'importateur, va émettre cette garantie par le biais du message SWIFT. Donc là, c'est le MT760, donc qui est aussi comme au même titre que les crédits documentaires, donc un message préformaté qui se présente comme une succession de champs, hein, qui comprend notamment le détail de la garantie. C'est la banque notificatrice ou confirmante, hein, puisque la lettre de crédit stand-by peut, comme le crédit documentaire, être confirmée. Donc, comme l'a dit Kevin, donc c'est un ajout supplémentaire, un engagement supplémentaire de la banque confirmante ou notificatrice. La banque notificatrice ici, donc la banque de l'exportateur, donc qui va ajouter son engagement, qui va couvrir contre le risque de non-transfert ou le risque politique. Et donc, au bénéfice, donc du coup, la notification sera envoyée au vendeur. Je vous ai mis du coup en suivant un exemple de garantie de paiement. Donc, comme le crédit documentaire, hein, donc ça peut paraître un peu illisible comme ça, mais qui va reprendre notamment les champs, la forme par exemple, le champ un petit peu vite, la forme de la lettre de garantie stand-by, donc irrévocable, le numéro de l'engagement, la date d'émission, et puis les références de la banque émettrice. Notamment également aussi dans le champ 32B, vous avez le code de devise et le montant, vous avez le nom du donneur d'ordre, champ 50, et puis également, et ce qui est important, c'est le champ 45C, donc qui va reprendre toutes les instructions relatives aux documents et aux présentations de ces documents.
D'accord, donc vous avez petit 1, petit 2, petit 3. Donc là, par exemple, ici, petit 1, il y aura la demande de paiement, signée par le bénéficiaire, la copie signée de la facture, la copie du document de transport, donc la copie signée de la facture impayée, pardon, la copie du document de transport. Et puis, dans le champ 77U, il va reprendre du coup tous les conditions de l'engagement, les modalités de cet engagement. Du coup, hop, ici plus en détail, notamment si les documents présentés sont en anglais ou en français. Donc ici, dans cet exemple-là, c'est dans le petit 2, donc c'est possible pour les 2. S'il y a des paiements partiels, autorisés, les règles relatives, à la lettre de crédit, si le droit appliqué, c'est le droit français puisque c'est la cour d'appel de Paris, les taxes de frais de divergence à la charge de qui? Donc là, du bénéficiaire, dans le petit 6 et puis, les documents complémentaires. Donc ici, il est demandé, dans cet exemple, la copie supplémentaire de chaque document requis. Sinon, une taxe de 15 € si les copies ne sont pas présentées. Et puis, dans le champ 10, vous avez ici, voilà, le crédit des réceptions des documents si conformes. Donc si les documents sont conformes, l'acheteur est payé directement. Donc voilà pour ce détail et puis, dans le document suivant ici, vous avez donc, la mise en jeu de la garantie. Donc comment ça va se passer si le vendeur, si l'acheteur, du coup constate que que bien qu'il ait rempli donc ses propres obligations, l'acheteur ne l'a pas réglé dans les conditions convenues. Donc le vendeur se conforme aux indications de la SBLC et va remettre à la banque notificatrice donc les documents demandés, donc l'attestation de non-paiement, le document de transport, tout document donc prouvant la bonne réalisation du contrat commercial. Donc la banque notificatrice va examiner donc tous les documents, va bien vérifier que tout est conforme et elle va se rapprocher de la banque notificatrice et faire parvenir les documents non, la banque notificatrice, pardon, va faire parvenir les documents à la banque émettrice et réclamer le paiement. Donc, la banque, émettrice donc va examiner les documents et si c'est conforme, le paiement à vue par débit du compte du donneur d'ordre. Si non conforme, refus des documents au présentateur. Donc, en résumé, donc c'est voilà si à l'échéance de la créance, donc s'il n'y a pas d'utilisation de la SBLC, donc elle viendra s'éteindre automatiquement à sa date de validité, hein, la date de validité qui était précisée notamment dans le message Swift et si l'acheteur ne paye pas, donc voilà, on l'a vu précédemment dans le schéma, donc relance du vendeur, mise en demeure et mise en jeu de la SBLC. Donc, la lettre de crédit stand-by, donc, par simple remise des documents listés dans la SBLC, donc on l'a vu et puis, du coup, c'est vraiment, une garantie, c'est vraiment simple. Vous avez garanti l'automaticité du paiement. Donc si la remise des documents est conforme, vous êtes forcément réglé. D'accord? Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur cette partie? Sandrine, des questions peut-être? Alors, il y a une question: qui paye la garantie bancaire et combien cela coûte-t-il environ? Alors la garantie bancaire donc, il peut y avoir des frais de la banque émettrice et aussi de la banque, notificatrice. Alors, donc c'est à peu près, nous, Crédit Agricole, on est à peu près aux alentours, je pense que c'est à peu près le cas des banques, de 1 hein, de tarification de l'engagement, annuel, hein. Tu confirmes Kevin, hein? Mais c'est à peu près ça. Il y a des frais de mise en place d'actes et puis une commission d'engagement donc, sur la durée de la SBLC. Alors, en fait, c'est tout à fait ça, et Mmh, la question, c'est qui paye la garantie aussi et là, mmh, encore une fois, c'est tout à fait, à rédiger dans cette garantie. mmh, C'est-à-dire que vous avez le choix de faire mmh, supporter ce paiement de garantie, enfin cette, assurance que vous allez prendre à votre client.
parce que c'est lui qui finalement va émettre cette garantie auprès de sa banque. Donc voilà, soit vous avez ce choix-là, soit effectivement, il va vous dire bah, écoutez, moi ça me coûte, donc j'estime que c'est à vous de payer. Et du Mmh. coup, ce sera rédigé dans la garantie, hein, Oui, effectivement, il y a un champ qui le précise en effet, oui. les frais sont à Mmh, la charge mmh, du bénéficiaire. Mais effectivement, c'est mmh, 1 en général, hein, c'est à peu près ça, c'est à peu près mmh, entre 1, 1,5, 2, ça dépend des mmh, établissements bancaires aussi, hein. Des fois, mmh. sur des pays africains, j'ai pu voir du 2, mais bon, logiquement, on est à peu près entre 1 et 1,5, au niveau Mmh. français. Une autre question, combien de jours avant l'échéance de la facture faire jouer la SBLC? Mais c'est ensuite, c'est après, j'imagine? Non, alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas la mettre en jeu avant l'échéance. Mmh. L'idée, c'est de se dire que dans une garantie, vous avez toujours 15 jours à peu près, de battement après l'échéance du paiement prévu, et c'est dans ce délai-là qu'il va falloir appeler la garantie, parce que vous ne pouvez pas appeler une garantie alors que l'échéance n'est pas passée. Par contre, vous pouvez l'appeler dès que l'échéance est passée, et à ce niveau-là, c'est vrai qu'il faut pas trop tarder parce que 15 jours, c'est très court. Donc il faut mettre en demeure, rapidement votre client, lui dire: «Bah, voilà, mon échéance est passée», pour lui rappeler que vous avez une lettre de crédit stand-by ou une garantie de paiement que vous pouvez actionner, lui montrer qu'effectivement, voilà, vous êtes à cheval sur cette dette de paiement, et ça lui met un petit coup de pression clairement. Mmh. S'il peut pas payer, effectivement, ben, là, dans tous les cas, appelez assez rapidement pour être sûr aussi de bien appeler et de remettre les bons documents. Donc le plus tôt, c'est le mieux, après la date d'échéance, mais mettez quand même en demeure votre client parce que, je pense que pour tout vous, hein, vous, vos entreprises, l'idée, c'est que c'est jamais très agréable, pour nous banquiers de Mmh. payer, une garantie alors qu'on sait que vous pouvez payer. Cette marchandise, et ça c'est pas une superbe, image que vous pouvez laisser à votre propre banquier. Donc effectivement, une mise en demeure s'impose dès la fin de l'échéance et après appeler rapidement quand même. Excuse-moi Julie, peut-être tu voulais Non, ajouter? c'est bon. Non, c'est bon. OK. D'autres questions peut-être, Sandrine? Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. D'accord, très bien. Bon, bah, très bien, mais on va terminer par, les garanties de marché. Donc, la garantie de marché, donc, ça va être, je passe juste, hop, garantie de marché, donc, garantie internationale ou plus communément appelée garantie de marché, donc, sont les contreparties du côté vendeur des garanties de paiement mises en place par acheteur. D'ailleurs, on peut le dire, hein, on l'a dit tout à l'heure, donc, la lettre de crédit stand-by, les garanties de paiement peuvent venir remplacer donc le crédit documentaire. Là, une garantie de paiement plus une garantie de marché, c'est acheteur, vendeur, rassuré. Donc là, ça peut vraiment remplacer le crédit documentaire. D'accord? Après, c'est un petit peu moins lourd, mais voilà, chaque contrepartie est rassurée. Donc, la garantie de marché, les garanties de marché, donc on y reviendra, juste sur les différents types de garanties. Donc, elle est émise là par la banque du vendeur, donc la banque de l'exportateur. Donc, elles ont pour but de garantir la bonne exécution des obligations du vendeur dans les phases précontractuelles et contractuelles du contrat. Donc, ça va permettre, donc on l'a dit, de rassurer l'acheteur là dans cette, à la place des garanties de paiement qui vont venir rassurer le vendeur, d'offrir un moyen de pression aussi sur le vendeur et de l'indemniser en cas de défaillance du vendeur. Donc, je vous ai mis ainsi un petit schéma donc qui reprennent les différentes, garanties de marché. Donc vous avez, les garanties de soumission ou les garanties, bid bond, qui vont être là émises pour répondre à un appel d'offres. Alors, dans certains pays, donc, c'est obligatoire et souvent dans les offres de marché publics, hein, notamment au Moyen-Orient où là on va vous demander forcément d'émettre une garantie de soumission. Donc, elle va permettre tout simplement à l'acheteur de se couvrir contre le retrait prématuré de l'offre ou de non-conclusion du contrat du fait du vendeur et éviter, les offres fantaisistes notamment. La garantie de restitution d'acompte, donc là,
elle va être émise, elle va permettre à l'acheteur de se couvrir contre une mauvaise exécution du contrat. Donc si vous avez demandé, 30 d'acompte, et ben, du coup, en contrepartie, vous allez émettre cette garantie de restitution d'acompte, donc ce qui va permettre de rassurer, l'acheteur. Et puis, les garanties de bonne exécution, ou de bonne fin, donc là, qui va permettre à l'acheteur, de récupérer ses acomptes en cas de non-exécution du contrat. Et puis, les garanties les retenues de garantie, donc là, qui vont permettre de couvrir l'acheteur pendant la période de garantie sur, les équipements, notamment. Voilà, donc c'était juste vraiment, un petit schéma pour vous montrer les différents types de garanties. Alors, quelques problèmes posés par ces garanties internationales. Donc elles sont souvent soumises au droit local et sans faire de référence à un corps de règles. Donc contrairement aux crédits documentaires et aux lettres de crédit stand-by qui sont toujours émises, en faisant référence à un corps de règles. Donc on l'a dit, hein, tout à l'heure, on les a expliqués. Donc les garanties internationales, elles, voilà, sont souvent émises au droit local et sans faire référence, donc il faut quand même, s'y méfier. Il y a une prédominance des garanties indirectes du fait qu'elles sont, à la faveur, des acheteurs. Donc du coup, si, le Maroc vous demande d'émettre une garantie de soumission, donc elle va souvent être émise, par une banque locale, au Maroc et votre banquier, la banque de l'exportateur va venir y mettre sa contre-garantie. Donc il peut y avoir 2 émissions de garantie quand elle est indirecte, l'émission en local et la banque va venir contre-garantir donc cette émission. Voilà, on l'a dit dans le Moyen-Orient, par exemple, c'est vrai que c'est un cas, c'est ce qu'on rencontre par expérience, hein, Kevin, avec nos clients, on a beaucoup de garanties indirectes pour le Moyen-Orient. Donc, le problème pour les exportateurs, c'est que ça a un coût élevé. La mise en place, elle est plus compliquée et les mains levées, parfois, sont très difficiles à obtenir. Donc il faut faire attention puisque, voilà, vous payez aussi, au même titre que les garanties de paiement, donc des commissions, d'engagement, donc qui peuvent être entre 1 et 2 selon les banques et donc là, voilà, c'est plus vous avez du mal à récupérer donc la main levée de la garantie et plus vous allez payer. Voilà. Donc voilà, rapidement, c'était juste un petit point garantie de Est-ce que marché, mais est-ce que je peux après, juste rajouter une petite bien chose? C'est sûr, bien juste, sûr, Kevin. je me Mmh. permets parce qu'effectivement pour vous exportateurs, il faut vous dire que ça vous permet quand même ces garanties-là de soumettre, vos offres sur certains marchés, donc notamment les marchés publics comme disait Julie, c'est très juste. Ça vous c'est une porte d'entrée parfois sur certains marchés. Donc sachez que nous, voilà, banquiers, on peut le faire. On peut vous accompagner sur ces garanties export, de soumission notamment, mais voilà, également de restitution d'acompte parce que encore une fois, on est dans le but de sécuriser vos paiements, c'est et comme ça a été, dit, au départ avec la question sur les près de 30 d'acompte, si vous avez un très gros marché, et que vous voulez vous sécuriser d'une partie de ce marché sur 30, eh bien, il n'est pas illogique de fournir à votre client une garantie de restitution d'acompte, finalement. Ça va vous permettre, vous, de vous sécuriser sur une bonne partie de votre contrat et lui de le sécuriser Mmh. sur la bonne exécution de votre contrat. Donc, c'est aussi des garanties qui vont vous permettre de développer votre business et de fluidifier votre business. Et ça, Mmh. c'est important de l'avoir en tête. Mmh. Voilà, je me permets Important et c'est important d'anticiper toutes, ces garanties de marché, puisque quelquefois, souvent, ben, dans les garanties de soumission, c'est très rapide. Donc il faut que vous ayez défini avec, votre banque le montant de l'engagement qui va être mis au départ. En fait, si vous répondez à des garanties de soumission, si vous avez besoin de garanties de vous avez besoin d'émettre des garanties de restitution d'acompte, c'est très important d'aller du coup définir ce montant, vous vous basez sur l'année, sur votre carnet de commandes, ce que vous avez, anticipé, de pouvoir déterminer ça puisque souvent, bah, nous, banquiers, on doit réagir vite et quand on doit faire appel à une banque en local, avec lesquelles on est ou pas en capacité à pouvoir contre-garantir parce que par rapport, vos partenaires bancaires donc n'ont pas non plus la même présence mondiale, les mêmes partenaires, qu'on va aller solliciter des banques à l'étranger pour pouvoir, leur demander l'émission locale, pas forcément les lignes, donc des fois ça peut prendre un peu de temps et du coup vous êtes obligé peut-être d'aller
solliciter un autre partenaire bancaire. Donc voilà, ça s'anticipe, c'est très important. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est disponible. Vous avez dû être très clair parce qu'il y a très peu de questions. Donc là, D'accord, je ok. n'ai pas de nouvelles questions pour l'instant. Je ne sais pas si on peut ouvrir les micros, hein, sinon, si c'est possible, il ne faut pas Mmh. hésiter. C'est vrai que parfois, effectivement, on va dire par la voix, c'est plus fluide. Il ne faut pas hésiter, si c'est possible de le faire, hein. Après, je ne sais pas si Et c'est alors, possible je sais de pas si lever c'est Christine qui peut le faire, je sais pas trop. Mmh. Non, je pense Bon, que j'ai si pas Christine, mon tu peux le faire, je te laisse le faire, parce que je ne sais pas trop si on peut et comment. En attendant, vous voyez apparaître le questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à y répondre, à mettre vos souhaits de futurs sujets que vous aimeriez voir traités. Voilà, et n'hésitez pas à poser vos questions, toujours dans le QR en attendant. Alors, c'est possible d'ouvrir les micros, cependant, vous êtes assez nombreux, donc ce serait peut-être plus simple que les personnes lèvent la main pour Ok, que je puisse voir ouais, ce que je peux faire. D'accord, ça super. marche. Mais il n'y a peut-être pas de questions parce que tout était très clair. Ah, peut-être qu'il y en a une. Alors, finalement, faut-il privilégier un crédit documentaire ou des garanties de paiement plus marché? Ah, c'est une super Mmh. question. On Mmh. l'avait abordé avant Mmh. avec Sandrine, et effectivement, il y a, c'est effectivement deux choix complémentaires. Donc, il y aura les mêmes obligations. Le crédit documentaire sera un moyen de paiement. Donc, si vous ne respectez pas les termes du crédit documentaire et si vous ne présenterez pas de documents, si vous ne présentez pas de documents, vous ne serez pas payé. Les deux garanties qui vont s'entremêler finalement vont être peut-être plus simples, effectivement, parce qu'on peut réclamer un paiement par Swift. Et si le paiement par Swift se passe bien, effectivement, il y a pas de raison d'être embêtant avec un peu d'administratif et de documentation. Maintenant, il y a le problème du coût, parce que finalement, il y a des commissions d'engagement sur les deux garanties. Mmh. Donc tout le monde va payer assez cher finalement. Et le problème de la réglementation également. Ce qu'a évoqué Julie, c'est que les réglementations sont fonction du pays de la banque émettrice souvent. Donc vous aurez des engagements d'un droit différent et potentiellement avec des règles différentes. À savoir que les 600 sont communément admises dans le monde entier, voilà, avec des règles très précises. Les droits de chacun des pays, nous, on n'est pas compétent pour les connaître tous, et aucune banque de la place Mmh. également. Donc, faut-il privilégier? C'est une grande question parce que je ne vous ai pas répondu dans l'absolu, mais ça dépend si on a une appétence et une possibilité aussi en interne de faire les documents et de les faire bien. Parce que c'est aussi la vie de l'entreprise, hein, dans le sens, il faut du monde pour faire de l'administratif. La DV, il faut elle soit en contact avec le commercial et en interne, savoir si on peut présenter tous les documents. Et si on part sur les garanties de paiement, ben, il faut s'assurer quand même que ces engagements couvrent bien ce qu'ils sont censés couvrir. Voilà. En tout cas, moi, c'est une partie de ma réponse. Je ne sais Mmh. pas, Julie, ce que tu... Oui, mais puis en plus, les garanties, c'est vraiment aussi les us et coutumes de chaque pays, hein. Certains pays Ouais. n'émettent pas de garantie de paiement. Faut vraiment s'interroger en amont. C'est tout à fait, voilà, ce sera peut-être un peu plus fluide avec un crédit documentaire, finalement fluide dans le sens où les termes sont compris de la même façon par tout le monde. Et c'est là où je veux dire que c'est fluide. C'est pas forcément documentairement plus fluide, mais au niveau de deux engagements, voilà, distincts, plus compliqué. Si les banques sont... Alors, oui, du coup, si les Oui, banques bah, centrales... vas-y, tu peux lire, hein. Alors, si les banques centrales des pays de livraison font blocage ou prennent du temps pour sortir des fonds, est-ce que le Crédoc permet de faire avancer les paiements? Oui, tout à fait. Alors ça, en fait, il y a plusieurs pays. Donc, vous avez eu l'Algérie pendant quelques années, le Maroc, la Tunisie toujours et l'Égypte maintenant, Mmh. mais aussi beaucoup de pays d'Afrique centrale qui obligent à passer par paiement par trade finance, donc de remise documentaire au Mmh. crédit documentaire,
pour qu'en fait, ces banques centrales connaissent l'exactitude de la sortie de devises qui va sortir du pays. En fait, il y aura finalement une domiciliation des fonds auprès de la banque commerciale. Et le crédit documentaire, en fait, permet d'avoir une place réservée, on va dire, dans cette sortie de devises. Donc logiquement, la Banque centrale est au courant que les devises doivent sortir à telle date, donc ils ont réservé une place. Maintenant, ça ne veut pas dire, c'est une sécurité, certes, le crédit documentaire, il y a une place réservée, mais s'il se passe quelque chose économiquement, voilà, il y aura peut-être quand même un délai, malgré tout. Et la confirmation du crédit documentaire permet de lever ce doute, finalement, parce que votre banque, elle va prendre le risque, elle va prendre ce risque-là, finalement, de non-livraison des devises, de non-sortie des devises. Et vous ne supporterez pas ce risque lié aux banques centrales. Donc, effectivement, ça permet de faire avancer ce sujet des paiements de deux façons, hein, d'une première façon parce que potentiellement, voilà, c'est une créance qui est connue par l'administration locale et avec la confirmation, c'est une créance qui est sécurisée par votre banquier. Ok, merci Kevin. Alors, une autre question. Je n'ai pas bien saisi ce qu'est la SBLC. Avez-vous un mot court pour dire ce que c'est? Stand-by letter of credit, donc c'est une lettre de Oui. crédit stand-by. C'est une garantie plus souvent de paiement. Hein. Souvent, c'est vraiment des garanties de paiement de marchandises. Donc, voilà, c'est la stand-by letter of credit, le petit cousin du crédit documentaire. Que se passe-t-il en Algérie? Plusieurs mois que nous attendons la notification d'une LC. Est-ce le client qui traîne ou sa banque? Je vais être politiquement correct. Je vais dire que l'Algérie, voilà, moi j'ai eu maille à partir avec beaucoup de banques algériennes, effectivement. Vous pouvez avoir des clients un peu malhonnêtes qui font traîner, mais parfois aussi il y a des banques qui prennent plus de temps ou où c'est plus compliqué. Ça peut être un peu des deux. Il faut un peu comment vous dire, hein, c'est-à-dire que votre client, il faut être un peu sûr aussi de votre client, savoir s'il vous mène pas en bateau. J'ai eu le cas, hein, clairement, mais j'ai eu le cas aussi de banques qui soit ne comprenaient pas bien ou n'avaient pas bien rédigé les crédits documentaires. Donc là, ça dépend de chaque cas est un peu différent. Hein. Je veux pas faire de généralité, mais voilà, il faut vous dire que c'est un engagement bancaire aussi, hein, le crédit documentaire. Donc, si votre client n'a pas les reins suffisamment solides, peut-être que sa banque n'est pas forcément enclin, je ne sais pas comment, si on le, mais à le suivre. Donc, il y a plusieurs possibilités, on va dire ça comme ça. Ok, merci. Il n'y a plus d'autres questions. N'hésitez pas, il reste encore 1 ou 2 minutes. Si d'autres questions vous viennent après, on est tous les 3 disponibles. N'hésitez pas à nous recontacter sur ce sujet, pour ma part sur ce sujet et d'autres encore. Je vois que Kevin, vous aviez mis en annexe un petit récap sur un point Incoterm. On organise un webinaire sur les Incoterms le 12 mars, donc n'hésitez pas si vous avez envie ou besoin d'informations sur le sujet, vous pouvez vous inscrire. Et n'hésitez Voilà, surtout donc, pas sur les pays aussi, hein, parce que bon, chaque ouais. pays a ses propres petites problématiques parfois, hein, et qu'on parle de crédit documentaire ou de garantie, chacun a ses façons de faire. Donc, faut pas hésiter à nous poser des questions sur vos problématiques pays. On est là aussi. On a des experts aussi en local qui peuvent aider et qui peuvent mieux comprendre les marchés parce que locaux. Ils peuvent mieux comprendre les marchés que nous, ici à Quimper, où effectivement, on fait avec notre connaissance du local, de vos entreprises, mais on peut s'appuyer sur le groupe international qui est le Crédit Agricole si vous avez des questions sur un pays ou un autre. Ok. Bon, merci Julie et Kevin pour la Merci à pertinence vous. de vos Merci à propos. vous. Ce sujet était très intéressant et pointu. Merci beaucoup. Finalement, on n'a pas tant que ça de questions, donc c'est que c'était très clair. Merci beaucoup.
Donc, on va clôturer le webinaire s'il n'y a plus de questions. N'oubliez pas de répondre au questionnaire et puis merci beaucoup à tous pour votre participation. Encore une fois, n'hésitez pas à nous recontacter, on est disponible. Voilà, belle journée à vous tous. Merci à tous. Merci. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.